Bah quoi? Je vois vraiment pas le problème. Eh oui, en Provence, les végétaux n'ont pas la vie facile. Moi non plus. Putain. Vos papiers, s'il vous plaît. Méditation transcendantale. Ils ont un très bon gratin dauphinois. Ah, c'est marrant. Je vais dire non, c'est beaucoup trop long. Bonjour, bienvenue dans ce premier podcast sans nom. Aujourd'hui, on va parler du sujet à qui appartient une œuvre. J'espère que vous avez bien aimé le petit jingle que j'ai fait. La chanson, j'ai oublié le nom, mais c'est de Jack Stauber. Et allez voir, c'est vachement bien. Aujourd'hui, on est en compagnie de l'inénarrable, le superbe, le sublime Daniel. Bonsoir, bonjour, je ne sais pas quelle est. On est en compagnie aussi de la fameuse Nibiru. Coucou. Et et de Kirby, putain, mais en fait je m'y fais pas du tout à ta PP Discord, mais de Ambre. Oui, bonjour. Ma PP, c'est la meilleure. Toujours la fameuse question, comment allez-vous? Eh bien, moi, ça va bien. Et vous? Ça va bien aussi. Ça va bien aussi. Fort bien. Donc, si j'ai eu l'idée de ce petit sujet, c'est parce que j'ai vu une vidéo qui a fait un peu parler d'elle. Alors, certains trouvaient ça horrible et d'autres s'en battaient les couilles. Moi, je trouvais ça assez dégueulasse. C'est un fan de Rick et Morty. Faut savoir qu'il y a un épisode de Rick et Morty. Donc, Rick et Morty, c'est une série démarrée en 2016, il me semble, produite par Adult Swim. C'est des dessins animés pour adultes, pas dans le sens pornographique, hein, vous vous en doutez, mais c'est une série de dessins animés à sujet plus adulte, produit par Cartoon Network. Et ouais, je le savais pas non plus. Ça se trouve, je me suis gouré, et là je mettrai nota bene. Mais en gros, ça raconte l'histoire de Rick et de Morty. Morty, c'est un peu Marty McFly dans Retour vers le futur, mais en plus timide et moins de confiance en soi. Et Rick, c'est le doc, mais en bourré, alcoolique et dépressif et nihiliste. Et donc on suit leurs aventures dans l'espace et c'est fun et glauque en même temps. Et ça fait pas mal parler de lui, de cette série. Cette série a fait pas mal parler d'elle parce qu'elle est vachement drôle et surtout pas mal de leurs vannes sont basées sur le fait sur des trucs scientifiques qui sont vrais en fait. Elle est assez pointue au niveau scientifique. Alors j'ai absolument pas vérifié ça, mais je me suis rendu compte que la plupart des fans sont vachement dans un délire. Ouais, nous on a compris toutes les vannes scientifiques, on est trop fort. Putain, j'ai un million de trucs sur mon écran qui s'affichent, c'est horrible. Et ça utilise quand même un humour assez. Faut que j'arrête de faire des pauses. J'ai l'impression d'être Emmanuel Macron dans ses vidéos YouTube, c'est trop malaisant. Mais en gros, cette fameuse vidéo, c'était un fan de Rick et Morty dans un McDo. Il faut savoir qu'il y a une vanne dans Rick et Morty où en fait t'as Rick, le grand-père, qui se tape tout un délire en disant que la plus belle chose qu'il a vue dans sa vie, c'est pas sa femme ou sa fille, c'est une sauce qu'ils avaient fait pour pour faire une pub au film Mulan pendant sa sortie, où c'était une sauce samouraï qui était super bonne à McDo. Et il y a un fan de Rick et Morty qui a été filmé, qui a exigé d'avoir cette sauce au McDo de son coin, et le McDo a refusé parce qu'ils avaient plus cette sauce. Eh ben, il a tapé une grosse crise, il s'est mis debout sur le genre de comptoir à hurler des références à Rick et Morty. Il s'est mis à quatre pattes par terre en hurlant Pickle Rick, qui est une référence à un autre épisode de Rick et Morty, et il s'est barré en hurlant. Paye ta pub pour ton animé, déjà, clairement. Et ça fait réfléchir en fait surtout à comment est-ce que les fans peuvent donner une image de leur œuvre. Et c'est là que je me suis posé la question. Est-ce qu'une œuvre appartient à ses fans ou à son créateur? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, pour commencer, je pense que de toute façon, on peut pas avoir de réponse tout oui ou tout non. Je pense que ça va être le cas pour un petit peu toutes les questions. Ouais, c'est clair. Donc évidemment, si quelqu'un crée une œuvre, de base, c'est la sienne. Mais il y a la communauté qui joue un gros rôle derrière. Et tout dépend de savoir si on juge ça par effet de groupe, comme telle communauté qui peut paraître toxique, ou c'est un ensemble, ou s'il y a un mec, ou une meuf, ou n'importe, qui fait un truc à la con, et
on généralise un petit peu. Donc ça dépend. Après, ça peut montrer que oui, il y a des cas extrêmes, mais je pense qu'on peut pas juger de la même gravité si c'est toute une communauté qui se met à... Faut pas à mettre être tout le un monde dans peu le même panier, toxique. quoi. Ouais, enfin ça dépend du... Si c'est tout un pan de la communauté qui se met à être toxique, il y a de quoi réfléchir dessus. Après là, c'est un recensement d'un mec qui a fait... Je sais même pas comment on peut décrire ça, hein. Le mec, à quel moment ça lui est passé par la tête, mais... Après, c'était juste un petit exemple, mais il y a pas mal de communautés qui ont fait parler d'elle pour tel ou tel truc, hein. Oui. Je pense qu'on a tous plein d'exemples dans la tête. Je sais pas si vous en avez. Moi, j'ai plein d'exemples de communautés de fans qui ont fait parler d'elle, notamment Star Wars et la prélogie. Là, il y a l'acteur de Luke quand il est Ah, enfant qui a assez mal tourné. Il y a Il y a eu des harcèlements vis-à-vis de certains acteurs parce que leur personnage était un peu ouais, insupportable. on peut peut-être parler de l'actrice, j'oublie son nom, qui C'est a Star Wars supprimé son aussi, non? Instagram récemment. Ça- Elle était dans Star Wars 8 et Attends, je vérifie ça. ouais, et elle a eu une genre de campagne de harcèlement sur toutes ses photos. En fait, des gens critiquaient son personnage ou des choix d'actrice qu'elle a fait sur des photos qui avaient rien à voir. Genre, t'imagines, tu postes un selfie, on te dit ouais, pourquoi est-ce que t'as... Il y a certains qui lui parlaient comme si elle était le personnage. Genre, pourquoi t'as forcé Finn à t'embrasser alors que mec, c'est une actrice quoi. Et puis il y avait pas mal d'insultes racistes aussi. Enfin, horrible. Et du coup, elle s'appelle Kelly Marie Tran. Et oui, elle a supprimé son compte Instagram à cause de ça. Daniel, toi, qu'est-ce que tu penses? Une œuvre, elle appartient à qui? À ses fans ou plutôt à son créateur? Bah, je pense qu'elle appartient plutôt d'eux, parce que si une œuvre, elle appartient qu'à son créateur, à ce moment-là, plus de fan art, ni de musique originale inspirée d'autres œuvres, tout ça. Après, franchement, c'est compliqué comme question, forcément, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, toutes les œuvres, entre guillemets, ils ont un fandom, pas trop des fans, quoi. Et après, forcément... Fandom, c'est-à-dire plus... communauté de fans pour les... Et voilà, exactement. Ouais. Donc plus la communauté est grande, plus forcément, en termes de pourcentage, enfin, ça veut rien dire, il y aura plus de gens... Il y aura toujours une minorité bruyante, quoi. Bah voilà, c'est ça, et vu qu'elle est brillante, on entend plus. Par exemple, on parlait de l'actrice de Star Wars. Gros problème, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à différencier acteur, actrice, actrice de la personne, du personnage, en fait, voilà. Et c'est ça le gros problème, en fait. C'est surtout un problème de discernement, un peu, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est clair. Mais en fait, et après, du coup... ouais, voilà, ça appartient un peu à partir du moment où tu rends ça public, ça appartient à tout le monde et on peut pas contrôler. Nibiru, t'en penses quoi? Je pense que à partir du moment où un auteur, enfin un créateur, il décide de diffuser son œuvre, c'est fort probable que, enfin si ça a du succès, que ça part de son emprise. Enfin, et du coup, à partir du moment où il la diffuse, il peut plus la considérer comme sienne. Et après, il y a des comptes partout et faudrait pas dire qu'une œuvre est nulle ou pas bien ou pas s'intéresser à celle-ci parce que les gens qui l'aiment sont des cons, et voilà, parce qu'il y a aussi des gens qui l'aiment et qui sont pas forcément des cons. D'ailleurs, la question que ça me fait poser, là on a l'air quand même vachement chaud pour dire que oui et non, mais quand même, surtout, hein, l'œuvre elle peut appartenir à ses fans dans le fait de se la réapproprier, etc. Mais est-ce que vous pensez qu'un créateur se doit de faire plaisir à son public? Alors évidemment, on peut penser à du fan service, hein, mais tout ce qui est créer des situations juste pour faire plaisir aux fans. Mais est-ce que vous pensez quand même que c'est important qu'un créateur fasse plaisir à son public et lui donne ce qu'il veut? Quelle relation, vous pensez que le créateur doit avoir par rapport à son public? Je vais pas commencer par tout ce que je dis par ça dépend, parce que c'est un peu le cas à chaque fois. Mais oui et non. Ah non, j'aime pas dire ça. Bah, disons que non. Déjà, de base, si je devais choisir un camp un peu plus prononcé, je dirais que non. Après, s'il se force à faire quelque chose que elle-même aurait pas fait, je pense que ça se perd un petit peu, ça perd un peu de vue l'œuvre originale. Enfin, ça dépend, étant donné que ça reste toujours le même artiste. C'est ça le truc que je me dis, c'est qu'en fait, des fois ils se forcent pas à plaire, c'est juste qu'ils se disent que
Je pense que le meilleur exemple, ça serait comment dire, J.K. Rowling, l'autrice de la saga Harry Potter, qui est revenue en fait de nombreuses fois sur ce qu'elle avait déjà écrit pour faire plaisir aux fans. On aura tous l'exemple en tête du fait que Dumbledore est gay, mais qu'il n'y a aucun indice dans les romans pour que ce soit le cas. Elle est juste revenue après sur Twitter ou sur son blog pour dire oui, en fait, d'ailleurs, au fait, Dumbledore est gay, ou Hermione est noire, ou ce genre de truc. Alors que, en fait, ça n'a jamais été précisé dans le bouquin. Alors, le fait que Hermione soit noire, par exemple, alors certes, ça n'a jamais été précisé dans le bouquin, donc ça peut être le cas, mais sauf que quand un personnage est racisé dans la saga Harry Potter, c'est toujours précisé. Tous les personnages asiatiques, on dit oui, elle était d'origine asiatique. Alors que quand on est blanc dans Harry Potter, c'est jamais précisé. Alors évidemment, c'est super blanc normatif, hein, mais un peu ce côté un peu hypocrite de vouloir faire plaisir aux fans et de dire après coup, oui, au fait, je vous dis, tel personnage est homosexuel. Je trouve que c'est ce côté un peu... elle s'est un peu laissée influencer par les fans après coup, où elle s'est dit, putain, j'ai peut-être pas assez fait plaisir aux fans. Franchement, Ouais. je pense même pas que ce soit question de faire plaisir, hein. C'est la définition du queerbaiting. Le baiting, c'est pas faire plaisir, c'est plutôt faire croire ou en tout cas tromper. Et c'est peut-être juste pour gagner un petit peu les faveurs de certaines personnes qui peuvent être un peu, on va dire, naïves. D'ailleurs, Je pense que dire de gauche, ce serait de généraliser, mais Ouais. voilà, qui sont concernés. Et c'est peut-être pas uniquement dans le but de faire de la représentation. Je pense que ça, elle glisse ça, comme ça, il y en a qui sont contents, d'autres sont pas contents, tant pis. Mais si ça peut faire plaisir, oui, à quelques fans, mais en même temps, il y a rien qui est fait en sorte, enfin, elle fait pas en sorte de le montrer de manière canon, enfin, de manière, comment on dit, canon, c'est quoi Canon, hein, Ouais, quand bon. quelque chose est canon, c'est qu'il Vérifier. est dans l'histoire officielle. Voilà. Ouais, je pense que c'est vraiment, j'aimerais traduire le fait de dire gagner de l'électorat, mais c'est plutôt gagner un public peut-être un peu plus Ouais, large. comment dire, essayer de gratter du public, Voilà. quelque part, gratter du public dans la communauté homosexuelle en disant oui, Dumbledore est gay. Après, C'est pas pas mal de gens trop- avaient critiqué George Lucas pour la prélogie parce qu'il était revenu sur des choses en créant, par exemple, les midi-chloriens. Pour ceux qui se souviennent pas, les midi-chloriens, c'est quand il essayait de justifier scientifiquement la force. Alors que la force, c'était une autre façon de dire la foi, en fait. Au début, moi, je pensais que c'était un peu de la magie un peu religieuse qui pouvait tout justifier. Et dans la prélogie, il a essayé de rationaliser ça en disant que c'était les midi-chloriens. Et il s'était fait énormément critiquer pour avoir créé les midi-chloriens, c'est-à-dire rationaliser la force. Vous en aviez pensé quoi, le fait que George Lucas, là, il avait essayé de revenir sur ce qu'elle avait fait, pas pour faire plaisir aux fans, mais justement pour les surprendre. Est-ce qu'il aurait dû faire plaisir aux fans en leur servant de la force comme elle était avant, ou il a bien fait d'avoir essayé de changer? Après, vu que c'est lui qui a créé, entre gros guillemets, parce qu'on n'habite pas tout seul, ce concept-là et qu'il a voulu rationaliser. Après, on peut pas lui en vouloir parce que c'est toujours lui qui a décidé, il a le pouvoir, entre guillemets, sur son œuvre, tu vois. Enfin, je veux dire, dans le sens où ça a jamais été dit clairement que c'est une métaphore, du coup. Ouais, ça a forcément, jamais voilà. été dit clairement, donc finalement c'était Du pas une coup, si mauvaise chose qu'il essaie de le rationaliser. Voilà, c'est ça. Après, s'il veut le rationaliser et que, du coup, dans l'univers, ça marche, ça crée pas d'incohérence, tout ça, franchement, tout va bien. Et puis même si ça en crée, il y a aucun univers où il y a pas d'incohérence, quoi. C'est vraiment Il fait c'est un peu ce qu'il compliqué, veut et puis, finalement. ouais, voilà, et c'est son œuvre, c'est un peu l'œuvre de tout le monde, mais vu que c'est lui qui l'a créé et que c'est lui qui propose aux fans, enfin, Il a le droit si de ça donner leur- sa propre interprétation de son univers en fait. ouais, voilà, exactement. Nibiru, toi t'en penses quoi du fait que un créateur revienne sur ce qu'il avait dit avant? Bah, en vrai, si pour lui c'est plus, enfin, il trouve ça plus constructif et que ça lui plaît plus, c'est pas plus mal. Mais en vrai, il pourra, enfin, à partir du moment où tu sais que t'as une certaine communauté qui te suit et qui va et qui pour la plupart ton œuvre est importante, tu peux pas te permettre en soi de faire n'importe quoi et de enfin c'est horrible ce que je dis et de penser qu'à toi, enfin C'est parce pas que, horrible parce que c'est pas horrible parce qu'en fait ça a du sens. Ça a du sens de vouloir qu'une œuvre garde son identité. ouais, mais du coup il faut
Il faut quand même penser qu'il y a des gens derrière et du coup c'est pas plus mal en soi de vouloir faire des choses pour leur plaire et de revenir sur ce qu'ils ont fait avant. Si c'est pour garder de la cohérence, en soi c'est pas très grave. En fait là je voudrais revenir aussi sur un truc qu'elle disait tout à l'heure à propos du fan service. En vrai le fan service c'est pas trop mal, mais il y a des fois c'est genre ça enlève tellement la saveur, genre dans Fairy Tail par exemple. Et voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on peut peut-être définir fan service pour ceux qui nous écoutent qui sauraient peut-être pas ce que ça veut dire. Le fan service, c'est tout simplement quand on fait quelque chose uniquement et strictement parce qu'on sait que ça fait plaisir aux fans. Alors ça peut être très léger, par exemple on sait que deux personnages sont très appréciés, du coup on va les mettre ensemble dans la même scène, et ça peut aller très très loin. Par exemple on sait qu'on a des fans de femmes dénudées, du coup on va mettre des personnages féminins avec des gros seins et qui sont très peu vêtus. Donc évidemment le fan service ça se balade en fait entre les deux là. Il y a le fan service un peu léger quand on fait quelque chose que les gens aiment bien voir mais que on essaie de l'insérer dans ce qui est déjà avant, et le fan service qui va beaucoup trop loin. Genre il y a des scènes, je pense notamment à Dragon Ball Super, la nouvelle série Dragon Ball, où t'as des personnages qui se battent ensemble, tu sais clairement que ça sert à rien, c'est juste parce qu'ils trouvaient ça stylé de mettre ça dans leur série quoi. Ouais, après ce que je pense c'est le fan service c'est pas forcément mal, parce que quand on regarde par exemple bientôt va y avoir un nouveau film Dragon Ball justement avec Broly. Bon c'est pas le même mais c'est Broly quoi. C'est qui Broly? Et alors il y a beaucoup de théories. En fait c'est un Saiyan qui aurait réussi à atteindre la forme légendaire primaire un peu des Saiyans. Donc c'est un peu une figure emblématique de l'univers Dragon Ball. Et Broly jusqu'à maintenant c'était pas encore canon, c'était pas officiel. Donc c'est comme si en fait il existait pas dans le vrai manga mais qu'il avait été un peu Voilà, c'est ça. En fait, il a été inventé dans des OAV. Et du coup, maintenant, il a un film avec il y a lui dedans et et du coup, ça le rend canon. Si le film est bon, je vois pas en quoi le fan service c'est mal, parce que du coup, c'est complètement du fan service, hein, faire revenir Broly après des années d'absence et vous dire oh bah c'est officiel. C'est pour faire plaisir quoi. Sinon, si personne l'aimait, on l'aurait jamais repris. Tu trouves que là ça va comme en termes de fan service, c'est décent de faire revenir un personnage surpuissant qui était très populaire. Tant que après le fan service, j'ai rien contre. Franchement, c'est pour faire plaisir aux fans. Voilà, il n'y a pas de mal en soi. Après, si le fan service prend le pas sur l'histoire en elle-même, oui, là par contre. Là, on peut peut-être d'ailleurs revenir sur Fairy Tail comme on parlait tout à l'heure, Nibiru. Oui, alors perso, j'ai vu quelques épisodes, voilà. Après, c'est un avis un peu sur ce que les gens disent. Après, Fairy Tail, j'ai pas tellement suivi non plus. Moi, j'ai suivi un peu, j'aime pas. L'univers a l'air sympa, mais après... Quelqu'un a lu genre assez longtemps ou a vu assez longtemps Fairy Tail? Moi, je pense que oui. Un petit peu, quand même. Oui, je pense qu'il y a... Oui, non, je voulais dire dans nous quatre. Hein. Évidemment qu'il y a des gens qui ont suivi Fairy Tail. Hein. D'ailleurs, évidemment, on ne dit pas que Fairy Tail c'est de la merde. On dit juste que c'est pas notre cam. Moi, je trouve que l'univers est sympa, hein, la magie, tout ce qui est Dragon. Ah, mais moi, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est que j'ai dû lire genre les 7 premiers tomes, les 5 ou 6 premiers tomes, et genre il y avait un personnage que j'adore qui était une femme forte qui s'appelle Erza, je crois. Erza. Ouais, voilà, une femme chevalière beaucoup trop classe, tout le temps habillée en armure, et il y a un moment où genre pendant quasiment tout le reste de la série, elle va rester en maillot de bain, et je comprends pas pourquoi. Oui. Pour le fan service. Pour le fan service en fait. Non mais vraiment. Je pense que c'est même une extension du fan service. Hein. C'est le fan service de Fairy Tail. Hein. Chaque combat est un prétexte à déchirer les vêtements des personnages féminins. C'est très. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Le fan service au début ça peut être très léger, ça peut être juste mettre deux personnages que les gens aiment bien dans une même scène et aller jusqu'à donc partir dans des trucs complètement beaufs. De femmes dénudées, ou alors ça peut être dans des combats mais dantesques entre deux personnages, alors qu'en fait ça ne sert en rien à la narration. Je parlais de Dragon Ball Super tout à l'heure, c'est genre par exemple il y a un personnage qui est le nouveau méchant de Dragon Ball Super, un chat, et genre il est montré comme étant surpuissant. Deuxième épisode, il se bat avec un autre personnage surpuissant de l'anime, mais sauf que deuxième épisode tu sais que la série est pas finie et du coup que le combat le méchant va le gagner.
Alors pourquoi est-ce que vous faites ce combat? Enfin, c'est un peu juste pour montrer que oh regardez Vegeta il est trop badass et on s'en Ouais, c'est fout. pas faux. Après, étant adorateur de Eric Legrand qui double Vegeta, moi je m'en. Ah oui. Ah oui, ouais. Eric Legrand c'est quand même ouais je l'aime beaucoup aussi. La scène dans Dragon, c'est laquelle avec merde. Ah oui comment dire plus de 1000 À l'anniversaire de GNT. Bulma. Oui, ouais, Quand elle se prend une Vince, claque par ouais, non, même voilà. pas une claque, une pichenette par Beerus et et en plus il y a une version live où tu le vois en enregistrement. Ah là là. Ça Ouais, c'est j'ai le vu, fan service que j'aime. Oh oui Bon, je l'ai après, vu où en fait on va partir, t'as le mec qui se déchaîne va- devant son micro ça fait Oh non, comment oses-tu frapper ma Bulma? Que c'est pratique. Je me fais confiance. Non, je me fais confiance parce que c'est-à-dire que si clairement les gens ils ont entendu juste un blanc et après moi qui dis je me fais confiance, Oups. oups. Faut que tu Non, fasses mais- confiance à ton toi du futur. Pour le truc que tu as raté, Ambre, on a parlé de George Lucas qui était revenu sur ce qu'il avait dit avec les médichloriens. Alors, faut savoir que personnellement, le bail des médichloriens, j'ai trouvé ça insultant, de ouf. Et c'est pour ça que j'ai Ah ouais beaucoup aimé. Donc, j'explique. Pour ceux qui n'ont pas vu Star Wars, et il y en a, j'en suis sûr, on vous aime quand même. Il faut savoir quand même que dans les épisodes 4, 5 et 6 qui ont été faits dans les années 70, c'était très montré d'une façon un peu religieuse, la force. Donc dans la prélogie 1, 2, 3 qui ont été faits dans les années 90, début 2000, c'était montré comme du coup quelque chose de rationalisé avec les midi-chloriens qui sont selon eux une molécule qui est dans chaque être vivant. Et que les Jedi savent contrôler cette molécule. Aucun sens, hein. Mais bon, ça fait rationnel. Et ben c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'épisode 8 de la nouvelle trilogie qui est sortie il y a pas longtemps. J'ai beaucoup aimé parce que on est beaucoup plus retourné à une vision de la force qui est beaucoup plus pas magique, mais si un peu quand même. Il y a ce côté spirituel, c'était le mot que je cherchais. Spirituel, t'as des plans sur. En fait, il y a un moment où Rey, l'héroïne, découvre la force entre guillemets, où elle se ressent sur elle-même pour chercher la force en elle, et t'as des plans où en fait tu vois juste l'herbe bouger et des plans juste sur la mer. Tu comprends que là il te montre la force comme quelque chose de beaucoup plus spirituel, et j'ai trouvé ça beau et je trouvais ça vraiment cool. Et pourtant je pense pas qu'ils l'ont fait pour faire plaisir aux fans, c'était pour donner un renouveau à la force en fait. Je pense qu'ils se sont dit dans notre trilogie, je sais pas si elle a un nom, la trilogie 7, 8, 9 là, on veut donner une nouvelle image à la force qui ne soit pas les midi-chloriens, on va redorer le blason un peu de la force quoi. Vous avez vu, je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé vous des 7-8 de la... Parce que honnêtement, en termes de fanservice, le 7, c'est que ça, hein, c'est 1h30 de fanservice, hein, c'est le film le plus inutile de tout ce qu'on a vu chez Star Wars, je trouve. J'ai dû voir le 1 et 2, peut-être le 3. Je peux pas m'exprimer énormément là-dessus. C'est très très triste. J'allais dire, va voir les 4, 5, 6, mais te sont pas obligés. Hein. Je veux dire, Star Wars, c'est quand même les films dont on parle beaucoup trop pour ce que c'est. Je vais faire défoncer pour ça. Mais je trouve que ça, on en parle trop en fait des Star Wars, alors que finalement, je sais pas, c'est parce que ça a bercé l'adolescence de gens qui sont adultes aujourd'hui. Et même l'enfance, hein, je veux dire. Oui. Moi, mon père, il devait avoir 7 ans quand le premier film est sorti. Enfin, le 4 est sorti du coup au cinéma. Voilà, et puis ça après, j'ai aucune idée s'il l'avait vu à l'époque, hein, mais... Ouais, ça les rend plus très objectifs, je pense. Et puis après, il y a tout un... Vu que c'est mythique, à chaque fois, à chaque sortie, il y a tout un pataquès. Ouais, il y a tout un pataquès, comme on dit. Je sais que j'écoutais un podcast l'autre jour, un Floodcast, sur Star Wars, justement. Et en fait, ils racontaient des souvenirs où quand ils ont sorti le premier épisode de la trilogie, l'épisode 1... Bref, celui avec le mec à une tête rouge, tout le monde vote pas. Ben en fait, ils avaient ressorti les 4, 5, 6 remasterisés au cinéma. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont découvert Star Wars au cinéma alors que c'était absolument pas de leur époque. Et je trouve ça beau. Et du coup, c'est pour ça que Star Wars c'est aussi ancré, c'est parce que tu venais de voir le 4, 5, 6 au cinéma et après tu voyais le 1. Et du coup, c'était ultra frais dans les mémoires Star Wars pour tout le monde. Et même pour nous qui sommes nés plus dans les années 2000, ça reste quand même assez ancré dans nos mémoires. Même pour les enfants qui sont assez jeunes de ces temps-ci, qui sont nés dans les années 2010, ils ont vu Star Wars 7 au cinéma, tu vois. Star Wars, c'est un truc qui est ancré dans quasiment toutes les générations vivantes aujourd'hui.
Bah, je pense que c'est le premier truc auquel on pense quand on parle de pop culture, de toute façon. Ouais, c'est vrai, je veux dire, je connais plein de potes qui n'ont jamais vu aucun Star Wars, et s'il leur dit non, je suis ton père, voilà, tout le monde l'a. Je pense que personne ne l'a pas. Puis même, il y a eu des pubs, il y a eu des Il y a, campagnes il y a publicitaires autour de ça. des jouets. Il faut savoir que c'est l'une des licences qui a fait le plus de jouets. D'ailleurs, fun fact, George Lucas ne touche aucun royalties sur les films. Il touche genre un énorme pourcentage sur les, je crois que c'est 10%, un truc comme ça. Je dis la merde, mais je sais plus combien de pourcentage sur les jouets et produits dérivés de Star Wars. C'est comme ça qu'il a fait toute sa fortune, George Lucas. Il y a énormément de jouets, de peluches, de trucs comme ça. Je vérifie. Après, est-ce que les peluches, les jouets, tout ça, est-ce qu'on peut considérer ça aussi un peu comme du fanservice? Ah d'ailleurs, Vu que, c'est super intéressant que tu dis ça, parce que les premières peluches Star Wars, c'était avec l'épisode 6, avec les Ewoks. Ah bah oui, forcément. Ewoks qui ont été créés pour faire les peluches. Genre c'était le fanservice déjà à l'époque. Tu vois, le fanservice, ça date absolument pas des années 90, c'est vraiment déjà à l'époque, tu crées un personnage juste parce que ça faisait plaisir aux enfants. Ouais, enfin par exemple quand on regarde Power Rangers ou Beyblade. Ah ouais, j'adore putain, est-ce Beyblade. qu'on en parle? Mais après, je sais pas si on pense ça comme du fanservice. Si c'est pas créé que pour vendre des toupies, franchement, je sais pas ce que c'est. Moi, je suis passé par là, donc je peux difficilement critiquer. Ah oui, j'en avais des dizaines. Ouais, moi j'en ai eu quelques-uns, mais j'étais plus Lego quand j'étais petit. Moi, j'étais plus Pokémon. Ah, Pokémon. Oh là là, j'avais oublié ce jeu. Ouais, j'ai toujours pas sorti de la période. D'ailleurs, vraie question. Pokémon, en termes de fanservice, je pense qu'on peut clairement en parler. Une œuvre appartient à tel à ses fans. Je pense qu'on est un peu dérivé sur le fanservice, mais Pokémon, je trouve que si j'ai arrêté Pokémon, et encore j'ai arrêté depuis la version X qui est sortie sur 3DS, donc c'est assez récent, mais je trouve que ça se renouvelle, mais pas du tout. Mais en même temps, comment est-ce que tu veux renouveler un truc qui est aussi ancré dans les morts des gens? Je veux dire, l'univers, c'est trop difficile. Pour être honnête, moi je suis pas très d'accord. C'est le même schéma. Quand on regarde les dernières versions Soleil et Lune, là, c'est plus du tout pareil. Il y a plus d'arènes. Maintenant, c'est des épreuves. Dans la dernière version, les styles des Pokémon, ils ont vraiment changé par rapport à la première ou même celle juste avant, la 6ème, donc XY. Je suis d'accord. Peut-être que la dernière version, elle est vachement changée, mais en fait, je trouve qu'on est passé de petits changements en petits changements, et je trouve que les jeux n'ont pas radicalement changé de 1 à 1, et du coup, c'est pour ça qu'on a cette impression de lassitude. C'est parce que le 2 ressemble beaucoup au 1, le 3, enfin la génération 2 ressemble beaucoup à la 1, la 3 à la 2, la 4 à la 3, et etc., etc. C'est pour ça que ça saoule, en fait. Après, quand t'as 800 Pokémon, forcément, c'est toujours un peu difficile de faire un truc radicalement différent. Et quand on voit comment est accueilli Soleil et Lune, où c'est vraiment très... soit tu détestes, soit t'adores, il y a pratiquement pas d'entre-deux. Quand tu vois que les fans, par exemple, quand ils parlent de la série animée de Soleil et Lune, qui est beaucoup plus cartoonesque, rond, en fait. Ah oui, j'ai une pote... tout le monde dit « Oh, c'est moche ». J'ai une pote qui déteste, qui est une grosse fan de l'animé Pokémon, coucou Sarah, et qui m'a dit qu'elle détestait la nouvelle série Soleil et Lune parce qu'elle l'a trouvée moche de ouf. Elle me dit putain, il y avait des têtes, on dirait le Trollface, et j'ai pas envie de regarder une série et de me retrouver en 2010, quoi. C'est... après, c'est quand on screen des frames qui sont censées être là que pour l'animation, tu vois. Ah non, même pas. Mais même pas. Quand on change de style radicalement comme ça, forcément, sans prévenir tout ça, les fans, forcément, il y a des gens qui font mal le prendre. Petit aparté, j'ai une amie qui fait de l'animation, et de ce que j'ai compris, en fait, ce style a été adopté parce que c'est moins cher à produire. Animer, c'est moins coûteux, plus simple, parce que c'était très pointu, très carré, enfin pointu pas dans le sens précis, mais l'ancien style de dessin était très carré, angulaire, et maintenant il est beaucoup plus smooth, et en même temps apparemment ça permet d'animer plus simplement. Je trouvais ça plutôt joli en vrai. Moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit putain, ça a l'air très smooth, c'est très doux. Moi j'aime bien. J'étais conquis, quoi. Mais honnêtement, je regarde pas trop, je suis plus tellement animé là ces temps-ci, mais moi aussi, putain. Pareil. Putain, faudrait que je me remette. Même Steven Universe, là, je dois avoir 3 saisons de retard. Et les spoils sur Twitter, mais waouh! Ah oui, ça c'est horrible. Ah d'ailleurs, je plains les gens qui n'ont pas tout vu. Je profite qu'on est sur Steven Universe pour rappeler un truc que j'ai noté sur le sujet.
je sais pas si vous avez entendu parler de ça, l'affaire du harcèlement d'une fille qui avait fait un fan art sur Steven Universe. Ah, pas Donc, entendu. un gros harcèlement, ouais. Bon, en Ça gros, me elle a fait fait un rire. fan art où il y avait genre 3 personnages qui se faisaient un câlin. Et en fait, la personne s'est reçu un harcèlement de masse parce que le personnage, je trouvais que le personnage de Rose était Oui. trop mince. Parce que apparemment, selon eux, la fille qui avait dessiné, la fille ou le mec, je sais plus, je crois que c'était une fille, la fille qui avait fait le fan art, avait fait exprès de la mettre plus mince parce qu'elle trouvait qu'elle moche c'était gros. Alors que non, en fait, alors ça va être un peu violent ce que je vais dire, je suis désolé, mais le dessin c'est juste parce qu'en fait elle sait pas super bien dessiner quoi. En plus je le trouve un peu moche, mais c'est juste parce elle sait pas super bien dessiner, donc forcément elle sait pas forcément faire des corpulences différentes. Elle a fait le personnage avec tous à peu près le même gabarit, donc voilà. Mais du coup elle s'est reçue un harcèlement de masse, mais quand je dis de masse c'est level Marion Séclin si vous voyez les bails. Ouais. Ah oui. Et juste parce qu'elle avait posté un fanart. Et c'est pour ça qu'on parle de communauté toxique pour Steven Universe, qui est une série qui est ultra douce et qui prône la non-violence et la gentillesse et tout ça. Et d'ailleurs, en parlant de non-violence, j'ai vu sur Cartoon Network ou je sais plus où, qu'ils faisaient justement avec Steven Universe, avec les personnages, tout Des ça, campagnes, des ouais. campagnes, voilà, c'est ça, des campagnes d'acceptation, de tolérance, Genre, sur par exemple la taille et le poids, voilà. Accepter son corps, tout le monde, Voilà, le corps de exactement. n'importe qui a ses avantages. Et on voyait un personnage qui était trop grand et l'autre trop petit, il faisait ouais mais toi au moins tu peux passer par la porte, des trucs comme ça. Oui, oui, Ah c'est ouais, ça. je trouve ça super beau. C'est Ouais, et c'est pour ça que j'ai beaucoup utiliser aimé une au début, c'est parce communauté, que après certains trouvent que c'est trop cucu ou gnangnan ou d'autres ouais, c'est fait pour D'autres- Buzz, quoi. d'autres hein. Ça doubles reste aux syllabes. enfants Mais je trouve et- que c'est quand même vachement bien un truc qui prône l'acceptation de soi. Parce que c'est un vecteur de message. je trouve qu'on fait trop facilement de l'humour ça. en fait sur des trucs physiques. Et quand t'es petit, ça a une violence, c'est ouf. Après tu l'intériorises Ouais, non mais c'est clair. et tu l'as pendant un bon moment de ta vie, si ce n'est toute ta vie. Bah, du coup, là, on peut voir, du coup, que c'est pas parce que la communauté elle est absolument débile que la série en soi, elle est nulle et elle prône la non-tolérance, etc. Si les gens qui regardent la série sont totalement cons, c'est pas vraiment de la faute de la série. Et du coup, bah, c'est pas... Du coup, c'est pour ça qu'il faut absolument pas juger une œuvre à sa communauté. fanbase. Oui, à sa communauté. Ça arrive souvent que le fait qu'une communauté soit un peu naze, ça influence le contenu en soi. Alors en bien ou en mal, moi j'ai un exemple d'une émission qui a évolué en bien parce que le créateur trouvait sa communauté nulle à chier, c'est What the Cut. Ah oui. Je sais pas si vous avez vu Très bon exemple. ce live qu'a fait je crois que la Ouais. rediff est trouvable sur YouTube, mais en gros un live La qu'a fait convention. Antoine Daniel où en fait il regarde une de ses propres conférences qu'il a fait une fois qui s'est tellement mal passée Ah oui. que c'est le truc déclencheur qui a fait qu'il a essayé d'améliorer son émission parce qu'il a trouvé les gens qui regardaient son émission mais tellement trop dans le troll et dans la vanne et dans la Ouais. pas la méchanceté gratuite parce qu'il c'était pas vraiment méchant mais ce côté un peu immature débile qui s'est dit putain il faut que je change un truc tu vois Ouais, il t'as s'est pas peur dit qu'il y a il faut que quelqu'un je qui fasse un monte sur truc scène et qui te plante. qu'est-ce qu'il y a T'as pas peur qu'il y ait quelqu'un qui monte sur scène et qui te plante? Ah oui oui, il y a ah oui, quelqu'un qui a oh. dit ça oh mon dieu. Ça te fait pas un peu chier pour être vulgaire qu'il y ait des gens qui rentrent comme ça et s'il y en a un qui était armé, il arrive et il te plante? Et du coup, Antoine, le créateur de What the Cut, expliquait que c'était ce truc-là qui l'avait motivé à dire putain, il faut que je fasse de la fiction, il faut que je fasse un truc vraiment plus réfléchi pour éviter que les gens ils se disent ouais, c'est un mec qui s'en bat les couilles de tout, alors du coup, on peut aussi s'en battre les couilles quand on le rencontre. Parce qu'il s'est senti super mal, quoi. Ouais, surtout qu'il dit dans chaque 27, avec Antoine Daniel, que à chaque fois, il est pas du tout surexcité. Dans la vraie vie, il est calme, en fait. Il le dit tout le temps, et il dit même que, dans la vraie vie, il est pas du tout dans ce délire de tout le temps de dire des phrases comme ça, voilà. Et les gens, vu qu'ils regardent pas, forcément, il y a des moments gênants, on va dire, quand t'es à des conférences et que t'as un gosse de 4 ans qui monte sur scène pour te serrer la main et que t'as un mec dans le public qui dit t'as pas peur qu'un mec te plante. Oui, c'est clair, il faut top quand des même quenouilles. replacer pour ceux qui n'ont pas regardé What the Cut, c'est une émission d'humour
où il présente des vidéos, qui est assez dans les vannes trash, vulgaires, où il dit plein de gros mots. Genre, son introduction, c'est des insultes. C'est des insultes. Attention, extrait. Salut, bande de soupe au vomi. Bon, normalement, il y en a un extrait, hein, encore une fois, je me fais confiance. Il fait des introductions comme ça où il insulte son public. Et le truc, c'est que si t'es toujours dans ce bail où en fait t'insultes ton public, forcément, ton public, il va être toujours sur ce même pied où il va vouloir déconner avec toi de manière un peu vulgose. Et il faut savoir assumer en fait le contenu qu'on fait. Parce que là, on fait un contenu où on est posé, on discute et on fait des débats. Si mes commentaires, c'est des gens qui donnent leurs avis argumenté sur le sujet dont on a parlé, je pense que ça fait un peu plus de sens que des gens qui font des vannes. T'as pas peur qu'un mec vienne chez toi et plante, tu vois? Je pense pas que j'aurais le même public, Antoine. Alors je dis pas qu'on a le public qu'on mérite, j'aime pas du tout cette phrase, ce côté un peu t'as un public de merde, tu l'as bien cherché. Non, hein, des fois on a juste pas de bol et il y a des gens qui nous regardent et c'est des gros cons. Si jamais le contenu, enfin ce qui est créé, est un petit peu apolitique et qu'il n'y a pas de véritable avis tranché, et ben n'importe qui, même des gens dont t'acceptes moyennement l'avis, enfin tu as du mal avec les avis. Oui, c'est clair. C'est clair que si dans ta vidéo tu ne donnes aucun avis politique et tu es complètement en retrait, il peut autant y avoir des gens comme toi qui s'en battent les couilles de la politique que des gens d'extrême droite, de gauche, des gens du 18-25. Donc c'est un forum sur jeuxvideo.com où des gens se retrouvent et c'est assez proche de tout ce qu'on appelle la fachosphère sur internet. C'est un peu fourre-tout comme mot, mais ouais. C'est un peu dur comme mot, ouais, mais le 18-25, c'est quand même... Après, je sais que j'ai des potes qui viennent du 18-25, mais... J'en ai aussi, hein. Ouais, mais c'est quand même... c'est quand même une zone où on retrouve pas mal de gens qui sont vachement à fond dans tout ce qui est... dans tout ce qui est masculinisme, donc le fait d'être à fond, être des vrais hommes, et je trouve que c'est super dangereux comme façon de penser, mais voilà, tu peux avoir n'importe qui sur ta vidéo si ton avis n'est pas tranché et ton avis est complètement lisse. Et je me permets juste, parce que du coup on parlait un petit peu des fans qui prennent vraiment à cœur et qui peut-être surinterprètent les émissions par exemple qu'ils peuvent regarder. Ça me fait penser à un tweet que j'ai vu. C'est pas du tout un tweet qui a percé, on va dire, c'était d'un compte quelconque. Par rapport aux derniers épisodes de Steven Universe, aucun spoil évidemment, qui disait que d'après cette personne, et sans réel, disons, source ou argument, Rebecca Sugar, la créatrice de Steven Universe, qui est comme quoi elle avait vraiment ressenti ce message de la part de Rebecca, comme quoi elle en avait marre avec Steven Universe et voulait tout arrêter, alors qu'en fait il n'y a aucun bien fondé dans ce qu'elle disait. Je me suis dit, bon, elle a le droit évidemment, bien heureusement de voir ça comme ça. Après il n'y avait pas de bien fondé, pas d'argument en tout cas, et comme quoi c'était bâclé. Puis juste après je me suis dit, bon, ça fait beaucoup pour un épisode comme ressenti. Ouais. Et au tweet d'en dessous elle disait que c'était l'épisode l'avait rendu tellement mal qu'elle en était venue à avoir des pensées suicidaires qui remontaient. Et moi ça m'avait choqué en fait. C'est fort. Moi, c'est personne qui a fait ce tweet. Quoi? Je connais la personne qui a fait ce tweet. Ah. Ouais, mais non, mais je trouve ça vachement fort. Hein, c'est de la surinterprétation. Après, c'est pas dénigrer la surinterprétation, parce que quand on est accroché à quelque chose, c'est normal de réagir de manière un peu peut-être démesurée. Après, on va pas juger ce qui est démesuré ou pas, mais ça paraît quand même beaucoup pour un épisode d'une série animée, quoi. J'aime pas juste la dernière phrase pour une série animée. Pour une série tout court, en fait, il faut faire attention à pas surinterpréter. Oui, mais c'est vrai qu'on peut toujours retirer des sous-thèmes de ce qu'on a vu ou lu. Je sais que par exemple, tu prends le dernier album de Stupéflip, groupe de rock rap, putain c'est dur à dire, groupe de rock rap vachement bien, où dans leur dernier album tu comprends qu'en fait c'est l'album du ras-le-bol. Je veux dire, juste la dernière chanson ou l'avant-dernière, où genre t'as un mec qui tout seul qui parle à Stupéflip comme si c'était une seule personne, alors qu'on sait tous que c'est un groupe, et en fait il dit j'en ai marre de Stupéflip, j'en ai marre de donner à manger, alors que le public n'a jamais dit qu'il en avait marre de Stupéflip. C'est là que tu comprends que c'est le créateur qui veut faire autre chose que Stupéflip, et il y a plein de petits trucs dans le dernier album, dans la chanson, qui te font comprendre que la personne veut arrêter. Ça s'appelle Au revoir Stupéflip. Oui, Au revoir Stupéflip.
trop touchante d'ailleurs cette chanson. J'aime pas trop cet album, mais j'avoue qu'il m'a touché pour certains sujets. On peut interpréter quelque chose d'une œuvre, sinon je veux dire l'art ne sert à rien si tu peux rien interpréter, mais c'est pas le sujet. Mais ouais, en fait, faut pas aller trop loin dans les interprétations, je pense. Parce que là, tu peux en fait cracher sur le travail de quelqu'un. Ce côté un peu, ouais, j'ai senti qu'elle avait bâclé son travail exprès. Ouais, je trouve ça super violent. Il y a une différence entre, je pense, interpréter et prendre quelque chose très personnellement, en fait. Oui, c'est clair. Et il faut jamais s'attacher trop à une œuvre au point de dire Faut pas se sentir mal quand elle nous déçoit, parce que ça arrivera. Ouais, c'est comme, je sais que pas mal de séries où il y avait une grosse hype pour la suite, les auteurs ne font pas la suite juste parce qu'ils ont trop peur de décevoir les gens. Je sais que je sais plus si c'était Moffat ou Garris, c'est les deux créateurs de la série Sherlock. Je sais plus lequel des deux avait dit qu'il avait peur de faire la suite, de peur de décevoir. C'est super triste. Ah oui, ouais, j'avais vu. C'est un point d'une communauté toxique au final. Haha, tout est lié. Ouais, mais fais gaffe, hein, parce que y a une personne qui devait venir dans cette émission qui est super fan de Sherlock, donc du coup on va se faire taper sur les doigts. Mais c'est global, hein, dans ce que je disais. Oui. Je suis déjà là, hein. Moi j'adore Sherlock. Ouais, Sherlock c'est une série très sympa, mais même si Cumberbatch il est pas totalement, voilà, c'est pas. Voilà, je sais pas. Pas le meilleur mec du monde, mais la série, voilà, c'est peut-être pas ma série préférée, mais à un moment, vraiment, je me suis tout tapé au moins 4 fois, quoi. Alors, j'aime bien, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est une super série, mais c'est vrai que je pense que chaque créateur, quand il fait de la fiction, au moins, il a peur de décevoir les attentes et qu'en fait, on revient sur le fait de vouloir plaire au public. On veut jamais décevoir quand on crée quelque chose. Et vous pensez que ça influe comment dans le processus de création, le fait de pas vouloir décevoir? C'est remodeler une histoire parce qu'on a demandé peut-être des conseils à quelqu'un qui nous a dit oh ça je sais pas, et alors qu'au final c'est pas forcément quelque chose qui nous plaît, mais c'est difficile de pas se faire influencer quand on crée quelque chose, hein. C'est presque impossible, sauf si tu veux faire un truc qui est à toi et rien qu'à toi, et là on peut virer dans le côté aucune remise en question. D'ailleurs tu me fais penser à quelque chose. Alors oh putain, j'ai vraiment peur de me faire défoncer. Des fois, quand je dis des trucs qui sont sur internet, tu vois, j'ai peur que ça touche la personne, mais j'ai vu un projet une fois de crowdfunding d'un truc qui s'appelle Casse-Gueule. Donc Casse-Gueule, ça serait un film d'animation. Je sais pas s'il est encore en cours, mais il y avait un Kiss Kiss Bank Bank, donc c'est un financement participatif sur le site Kiss Kiss Bank Bank pour le film Casse-Gueule, un film d'animation où c'est juste un mec qui fait absolument tout le film tout seul, toute l'animation. Je crois que c'est même le sound design qui va avec, il fait plusieurs voix dans le film. Il voulait absolument tout faire tout seul pour que le message du film ne soit pas modifié. Et du coup il appelait le film Casse-Gueule juste pour pouvoir montrer que ouais, t'as vu, mon projet il est casse-gueule. Non mec, ton projet il est juste nul à yesh. Ton projet c'est juste ouais, je veux absolument que personne m'influence, ni m'aide, ni rien, je veux être tout seul. C'est pas forcément négatif en soi, mais oui, après ça reste un peu négatif comme façon de créer, parce que je veux dire, qui va aller regarder son film si le mec il est tout le temps en disant ouais, je veux jamais me faire influencer. Ah oui, parce que s'il veut pas de retour de la part des gens qui le regardent, ça va être compliqué. Ouais, je sais pas du tout quel rapport il a par rapport au public, mais il a. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une différence entre aide et influence. Je veux dire, par exemple, je sais que Astier, je crois que c'était pour le domaine des dieux, il avait pratiquement tout fait tout seul. Donc au final, le film ouais, enfin pratiquement tout fait tout seul, sauf l'animation, quoi. Enfin, c'est un oui, film non, mais je veux d'animation. dire, l'écriture, c'est tout ça. Je crois. Ça. Mais après, ce qui est quand on n'est pas spécialisé entre guillemets dans, par exemple, le sound design, qu'on est plus animation et que on veut pas se faire influencer, qu'on veut tout faire tout seul, c'est dommage. Mais l'animation, c'est énormément de travail hein, pour 1h30 de film. C'est ah oui, totalement. Parce que si t'es toute une équipe je pense que même si t'es toute une équipe de 10 personnes, ça peut mettre un an, une bonne année. C'est extrêmement compliqué. Surtout qu'il y a des domaines de prédilection, que ce soit les décors, les effets. C'est ça le truc, c'est que. Ouais, c'est pour ça. C'est dur d'être parfait en tout. En fait, dans tous les cas, tu feras, enfin, jamais de toi-même, tu feras un truc entier, enfin, pas tout seul, je veux dire, sans t'inspirer de rien du tout, même inconsciemment, tu te seras inspiré d'un truc que tu auras entendu ou vu, ou je sais pas quoi. Oui, c'est clair, il y a jamais un concept qui vient tout seul, quoi. Je suis en train de réfléchir à sur quoi est-ce que je voulais vous relancer aussi sur ce sujet.
En fait, un truc que je pense plus, là c'est juste parce que c'est super récent, où ça cataloguait tous les gens avec une photo de profil manga comme étant des personnes qui peuvent être qui peuvent faire partie de tel ou tel forum, avoir telle ou telle opinion d'extrême droite, etc. Oui. Parce que tu as une photo de profil manga. Et en fait, j'ai envie de dire que évidemment, toutes les personnes qui ont une photo de profil manga de Naruto ne sont pas des fachos. Hein. Il faut quand même qu'on replace les choses comme ça, c'est pas évident, mais voilà. De Boruto, oui. Oui, mais on va pas s'étaler sur le sujet parce que sinon il faudrait qu'on explique tout et on n'a pas tous les détails. Ils ont quand même donné une certaine image du manga dont ils mettaient une pépé, là notamment Boruto. Finalement, on peut changer l'image qu'on a d'une série juste à cause de sa communauté. Ah là, c'est même pas une question de communauté, mais plus de représentation. Ouais, en fait, tu changes la représentation que les gens ont d'un manga. Moi, j'irais jamais voir Boruto juste à cause de ça. Moi, de base, en fait, c'est con. Hein. Moi, de base, Boruto, le principe même de faire une suite comme ça, ce que je considère purement pour la thune, mais on va pas s'étaler là-dessus. Ouais. Déjà, j'ai pas envie. Et là, je vois les gros cons avec des pépés Boruto faire chier. D'ailleurs, on situe Boruto, c'est une série ultra fan service parce qu'en fait, c'est juste une série centrée sur le fils de Naruto. Naruto, le ninja. Ne voulait pas la fin de Naruto, en fait, je pense, tout simplement. Puis ils avaient très bien compris qu'il y avait un peu de thune à se faire derrière. Ouais, bah là, on peut revenir sur le fan service, hein, finalement. Oh là là, tout est lié. Oh là là. Mais comme Dragon Ball s'est terminé parce que Toriyama voulait de la thune, en fait. Ça. Il avait clairement plus spécialement d'idées ni d'envie de terminer. Il me semble que Toriyama voulait sa retraite, surtout. Il me semble qu'il voulait. Aussi, mais il voulait. Dans tous les cas, il voulait s'arrêter. Mais il y avait toujours une fin de business un peu juteux à se faire. La demande en fait. Mais peut-être qu'on lui a forcé la main, je sais que... Peut-être aussi après, mais... Dans tous les cas, il y a une motivation qui est plus ou moins poussée par l'argent. Oui, c'est clair. Et puis surtout, est-ce qu'on peut parler du système... japonais du système japonais, exactement. Donc j'ai expliqué ça rapidement. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma définition, allez-y. Parce que je m'y connais pas trop en manga. Mais en gros, pour faire publier son manga au Japon, il faut que vous écriviez un pilote que vous allez envoyer à un magazine. Le magazine va lire votre pilote et soit il va le jeter, soit il va publier. Et si dans votre pilote fonctionne, là il vous rappelle et il vous paye pour la suite. Et ça crée en fait un système où les mangaka vont créer 1 million de pilotes et jamais penser à la suite de ce pilote en fait. Et aussi un autre truc, c'est que une fois que vous êtes dans ce fameux truc, c'est que déjà on va vous les acheter par chapitre. Vous voyez un tome de manga, c'est pas un chapitre, un tome, c'est plein de chapitres. Il faut vraiment imaginer que le mec il va écrire chapitre par chapitre et après ça va faire des tomes. Donc c'est rarement pensé en tome. Ça arrive que ça soit pensé en tome puis diffusé en chapitre. Mais au début, quand ils sont dans leur truc, ils écrivent leur chapitre et si ça fonctionne toujours, ils se font pas virer et ils continuent. Déjà ils sont payés au rabais jusqu'à ce qu'ils aient la reconnaissance qu'ils méritent, mais c'est vraiment très mal payé le métier de mangaka. C'est un peu t'es dessinateur, tu le fais par passion quoi. Mais il y a même pas que ça. C'est pas la seule compétitivité qu'il y a dans la publication des mangas. Déjà, c'est un chapitre par semaine, normalement à rythme régulier. Ça peut être un petit peu... Tu peux avoir un peu plus de délai quand t'es, entre guillemets, un maître du manga, parce que t'as aussi des assistants, machin, mais ça, faut en avoir la capacité. Ouais. Mais en plus de ça, c'est publié toutes les semaines. Et il y a un vote à la fin. Et si tu n'es pas voté assez haut dans le classement, tu dégages. Et c'est pour ça que dans les top 1, 2, 3, par exemple, le plus connu, je crois que c'est le plus connu, le Weekly Shonen Jump. Le Shonen Jump. Et Weekly, du coup, c'est par semaine. Après, le Shonen Jump, c'est la globalité du truc. Mais si t'es pas dans le top je sais pas combien, tu dégages. Et c'est comme ça qu'ils repèrent aussi les nouveaux trucs qui vont marcher. Parce que même si c'est pas forcément bien, tant que ça arrive dans le top 1, 2, 3, ils sentent qu'il y a un truc à faire. Et c'est pour ça que One Piece et Naruto continuent. Après, je pense pas que... Alors... oui. Je profite de connaître un nom enfin parce qu'il faut savoir que je suis très mauvais en nom en général, que ce soit étranger ou français ou quoi. Je suis très mauvais en nom. Mais par exemple l'auteur Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece. Si je connais le nom, c'est parce que j'ai un tome de One Piece sur sur mon bureau. L'auteur a confié qu'il ne savait absolument pas où il allait avec One Piece. Et on est à combien de tomes? On a plusieurs centaines? 90. Non, 70, 90, ouais. 90, donc bientôt une centaine. Et vraiment, il a confié plusieurs fois dans des interviews qu'il ne savait absolument pas où il allait. C'est
ouf. C'est Et vraiment... ça se voit dans les derniers chapitres en plus. Et c'est super triste, on est arrivé à ce point-là où en fait, il continue juste parce que ça lui permet de grailler, quoi. Oui, et puis surtout, il a commencé, il avait un schéma de base toutes les semaines, enfin pas toutes les semaines, mais il se servait de ce schéma, genre le héros rencontre un nouveau compagnon, et puis ils font des trucs, ils combattent forcément un méchant, et puis ils finissent par gagner, ils repartent ailleurs, oh bah tiens, il y a un nouveau compagnon. En fait, il fait ça en boucle, et c'est pas tant parce que il a pas forcément d'autres idées, mais c'est que ça qu'il sait faire, parce qu'il a commencé comme ça pour En fait, avoir un c'est drive simplement au parce début. que c'est comme ça que tu écris un pilote, Oui. comme je disais tout à l'heure. C'est que, Je pense en pas fait, à la suite, et c'est ça, il écrit tout plein de pilotes de One Piece qu'on connaît déjà les personnages, et c'est en ça que ça tourne en rond de ouf Après, il y a aussi la peur de décevoir. de changer la recette et que du coup, plus personne accroche, quoi. Et Oui, que c'est du clair. coup, tu passes en bas du classement et t'es viré. Ou même, Et c'est même ça sans qui avoir fait la très peur de passer en bas du classement, je pense que c'est un peu après, t'avais dit que si, Ambre avait dit tout à l'heure que si on était assez populaire, on avait plus de temps de délai, mais je pense que quand même, il doit avoir un rythme tellement effréné qu'il a pas le temps de penser à un nouveau schéma narratif. Il fait juste ses tomes, quoi. C'est un peu, putain, j'ai mon truc pour dans 2 semaines, il faut que j'écrive maintenant, et que je le fasse maintenant, parce que j'aurai pas le temps de réfléchir à une nouvelle façon de construire un schéma narratif. Et après ça, c'est propre c'est propre à la publication japonaise, parce que par exemple, je retourne sur Steven Universe, c'est fou. Il y avait un pilote de Steven Universe, tout ce qui changeait c'était l'univers graphique, qui était largement différent, enfin l'identité graphique on va dire. Mais en soi, on y retrouve déjà énormément d'éléments qui n'ont même pas été révélés dès le début dans la véritable série, et qui prouvent que Rebecca Sugar avait plus ou moins déjà toute l'idée depuis le début. Puis attends, et d'ailleurs, il y a aussi un... Après, on est en train de dire que c'est super bien Steven Universe, mais je me souviens juste de la première saison, et je me souviens que la première saison c'était grave mou, hein, ça avançait. Mais c'est, ouais, la première saison c'est une saison de fillers, hein. Ça, c'est fillers, des épisodes qui sont là pour meubler, hein, n'est-ce pas Naruto? Et Ouais. bon, là c'est pas, j'allais dire, c'est pas forcément à la plage, mais ils habitent sur une plage, donc c'est... Mais en effet, sur Steven Universe par exemple, la première saison elle est très molle. Mais je pense que c'était à la base c'était c'est les petits fillers de base, c'était fait pour être des fillers, un épisode que tu peux regarder de temps en temps pour te poser, et elle a voulu lancer la vraie trame narrative et tous les messages qu'elle voulait faire passer un peu plus Ouais. tard. Il y a un bond entre la fin de la saison 1 et le début de la saison 2. C'est Oui. clair. Moi je suis arrivé à la saison 3, il me semble. La saison 3 elle est ouf. Et c'est mieux en mieux. Ouais, surtout la première saison de Steven Universe, c'est pour bien développer tous les personnages, Ah ouais, etc. mais non, mais parce dès le que, premier épisode, parce que tu c'est- connais tous les personnages, hein, je elle suis est désolé. bien mais- longue. Oh, mais tu connais pas leur Oui. secret pour autant. Oui, c'est Oui. ça, ils sont déjà installés. Donc j'ai envie de dire que... Ils ont chacun des choses pas forcément à cacher, mais qui leur sont personnelles, machin, et je fais pas spoil, mais littéralement, si je réfléchis, ils en ont tous un secret en fait, j'ai l'impression. Ouais, même plusieurs. Vraiment Hein, des secrets. moi je pense à surtout de ce qu'on m'a spoilé comme des gros bâtards. Notamment le Pearl. Ouais, Pearl, Oui. je sais pas Oui. son nom en VF, mais Pearl, elle a 1 million de trucs qu'elle cache. D'ailleurs, Oui. je cale cette unpopular opinion parce que je fais ce que je veux. Tout le monde adore Pearl, je la déteste. Voilà, je trouve qu'elle est Alors, insupportable. Je l'aime Après, pas beaucoup, peut-être- Mais c'est parce que tu très- connais Mais je C'est sais pas que je la forcément. connais pas, mais en fait, je considère que c'est pas parce que je connais pas encore Elle est tous les maman personnages poule, en fait, hein. que ça le pardonne d'être juste insupportable, quoi. Elle est très maman poule et elle veut protéger un petit peu quelque chose. Les à quoi mamans elle poules, s'attache mais pas depuis vraiment des logique, c'est un peu la maman poule nulle. millénaires. Ouais, over 9000. Mais, Oui, c'est clair. mais c'est parce qu'elle, ouais, d'un côté, elle veut protéger, chérir, enfin, elle protéger quelque chose qu'elle chérit et protège depuis des millions d'années, dont c'est littéralement sa raison d'exister. Oui. Mais voilà, tout comme Amethyst, je sais jamais prononcer le TH. Intéressant, mais moi, j'arrive pas trop à. En même temps, c'est parce que je dois Moi non pas plus. beaucoup m'y identifier, mais j'arrive pas moi, spécialement à lui trouver une. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est marrante. En fait, c'est tout. Elle est marrante, oui, on est d'accord, mais en tant que personnage et son. Bah, en fait, elle a ce côté un peu où elle essaie d'être indépendante et elle a beaucoup de mal. Et non, je l'ai trouvée touchante, mais surtout très intéressante comment elle est développée dans la saison 3. Mais comme je disais, D'ailleurs, saison. Je crois qu'elle est vachement centrale, Améthyste, dans la saison 3. je dois avouer que je me rappelle pas dans la. C'est, en fait, la saison était 3, centrale. alors, là, je préviens à ceux qui écoutent, il n'y a aucun spoil, hein, c'est juste que dans la saison 3, c'est là qu'ils révèlent la plupart des secrets autour d'elle. En fait. Oui.
Mais d'ailleurs, petite fun fact, les acteurs, les voice actors originels, VO, hein, on va y arriver, de Steven Universe ont souvent des points communs avec le personnage qu'ils doublent. Par exemple, Didi Magno-Hall qui joue Pearl, bah ça c'est un peu con, mais elle est très protectrice. Michaela Diet, je sais pas comment c'est Diet, bref, qui joue Amethyst est adoptée. Et alors que par exemple Amethyst, elle a pas vraiment de... C'est pas un spoil, hein, enfin je crois pas. Si, c'en est un, c'en est un peu un. Mais c'est pas grave parce que je m'en vais le coup parce que en fait je peux biper les spoils. Je vais juste faire un... Bah, elle est adoptée par exemple, elle a pas de vraie maison, Amethyst, elle a pas d'endroit d'où elle vient réellement. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Je suis en coup, train de réfléchir en même temps ça. si je le bip ou pas, mais je pense que je vais le laisser. Bah c'est comme tu veux. Et puis après, attends, je réfléchis, il y en a d'autres. Bah non, Estelle, il n'y a pas vraiment de rapport avec Garnet. Parce que Garnet Ah d'ailleurs, chanteuse professionnelle. Garnet, qui en VF du coup, ils traduisent... Tous les personnages sont ce qu'on appelle des gemmes. Et en fait, du coup, ils traduisent le nom des gemmes qu'elles sont. Par exemple, Améthyste, elle a au centre de, je crois que c'est de la poitrine, elle a une améthyste, et en fait, c'est elle, ce qu'elle a autour, c'est juste une enveloppe pour qu'elle ait l'air plus humaine. Mais du coup, la traduction d'améthyste, c'est améthyste, voilà. Mais Garnet, en fait, c'est un grenat. Mais vous imaginez vraiment un personnage où tu dis, hey, salut, grenat? C'est trop chaud. Moi qui regarde la VF, franchement, ça me choque pas. En plus, c'est une très bonne VF. Bah, la VF c'est pas mal, sauf les chansons. La doubleuse de Perle en VF, elle est géniale, moi je trouve. Ah oui, totalement. C'est parce que, en fait... Laissez Daniel parler. Je suis désolé. Je parlais même pas, c'était Nibiru qui parlait. Ah ouais, oh pardon. Mais c'est parce qu'en fait, il y avait le petit truc vert, je crois que c'est toi. C'est parce que, en fait, en VO, c'est des chanteurs qui font le doublage aussi. Et du coup, c'est pour ça que ça colle si bien pendant les chansons. Mais du coup, pour les chansons dans Steven Universe en VF, et ben c'est juste des doubleurs et il y a pas de chanteurs à part pour Stronger Than You. Mais du coup, dans Stronger Than You, et ben genre la voix de Garnet, elle est pas du tout pareille que quand elle parle. Et du coup, ça par contre, pas mal. Et du coup, bail importance aussi au niveau des traductions des chansons. Alors, j'ai pas vu la VF, mais traduction des chansons qui édulcorent tout un pan. Pour ceux qui n'ont pas vu Steven Universe, il faut savoir quand même que la plupart des personnages ne sont pas cis hétéros. Donc cis ça veut dire qu'il n'est pas transgenre, et hétéro, bon moi je vais pas vous définir le mot hétéro, mais la plupart des personnages ne sont pas cis het. Et je trouve que apparemment la VF édulcore vachement ce truc. Par exemple, il y a deux personnages à un moment qui ont une chanson d'amour, clairement je crois que c'est Saphir et Ruby qui et ils ont littéralement traduit le mot amour par amitié, genre je crois que c'était le pouvoir de l'amour, ils ont traduit ça par le pouvoir de l'amitié. C'est ouf. Ils ont pas assumé qu'il y a un couple lesbien. C'est il y a no spoil, hein. C'est no spoil, mais dans les derniers épisodes, c'est incapable de nier le fait que c'est pas lesbien. Oui, c'est même s'il voulait forcer pour le faire, il ne pourrait pas. Genre, parce que oui, je suis en train de elles s'embrassent, donc c'est compliqué autrement. Oui, c'est ça. Même dans la saison 3, il me semble qu'elles se sont déjà embrassées plusieurs fois. Mais sur la joue, tu vois, là, elle se lâche un gros kiss. Ouais, mais je trouve. Mais aussi, ils ont censuré. Il y a même des versions de je sais plus quel pays où alors ça c'est très drôle, hein. Soit c'est censuré, soit il masculinise Ruby et il lui lâche une moustache et une barbe ou un truc du genre, c'est abominable. Oh non. Genre dans Stronger Than You quand il se revoit dans la chanson, enfin dans l'épisode de la chanson dans le vaisseau, ils se revoient, ils se font un câlin, machin, et à ce moment-là tu vois Ruby qui a une putain de moustache mexicaine, un truc du genre, tu vois. Et alors définitivement je crois que je vais biper le moment où tu dis qu'il se... Oh merde, oui. ouais, désolé, hein. Mais ah mais j'ai pas fait exprès, je crois que je l'avais pas dit, merde. Mais non, mais t'en fais pas parce que je peux biper, je m'en bats les couilles. Bah oui, mais même ça, si jamais tu le savais toi ou pas. Bah oui. Bah c'est dans la saison 3. Ok, tu l'as. C'est bon, ok. Pour moi c'est rêvé il y a vraiment pas longtemps par contre, hein, donc on va s'arrêter à partir de là. Oui, on va s'arrêter là. Je dis qu'on a tellement dérivé sur Steven Universe, j'ai envie de balancer des bails sur Steven Universe qui n'ont rien à voir avec le thème. Genre par exemple, je n'aime pas du tout le personnage préféré d'absolument tous mes potes, c'est-à-dire Lapis Lazuli. Je la trouve on a quelqu'un avec une pas image de Lapis assez Lazuli développée. dans cette conversation, hein. Je trouve qu'elle a un trait de personnalité, c'est qu'elle est triste. Et c'est tout. Mais non. Après, je sais que j'ai vu les 3 premières saisons et c'est tout. Et que c'est passé. Mais c'est putain de tout, quoi. Elle est pas énormément développée pour ce côté-là, je suis d'accord. Mais je pense que dans le futur, ça va être fait. Bah,
Oui, enfin, je veux dire, oui, elle est émo de ouf, voilà. Ouais, mais tu peux être héros de ouf et je veux dire, tu vois dans des séries comme je vais citer Rick et Morty pour qu'on dise du bien de Rick et Morty. Rick et Morty, Rick est clairement défini, genre c'est son trait principal de personnalité, c'est qu'il est dépressif, nihiliste et alcoolique. Après, Et pourtant, il est beaucoup mieux développé, 1000 fois mieux développé que la psychologie, alors qu'on ne dit même pas pourquoi est-ce qu'il est dépressif, alcoolique et machin. Ouais, mais après, je veux pas spoil, mais elle a quand même vécu des milliers d'années à faire un traumatisme. C'était un spoil, hein, c'est dans la saison 2, je crois, quand on la découvre là. Oui. Ah, mais je dis pas quoi, comment, pourquoi ou comment. C'est juste qu'à cause de milliers d'années, elle a eu un gros traumatisme. Ouais, mais finalement, ça Et change rien, pourtant, c'est parce elle qu'il y a une raison arrive que ça... Voilà. Mais pourtant, tu vois, enfin, je veux dire, je suis pas sûre que ce soit un spoil, mais enfin, je veux dire, elle arrive quand même à se relever, à devenir amie avec puis avec d'autres gens après, et puis, enfin. Ouais, je sais pas. J'ai toujours trouvé un peu trop stoïque, un peu trop renfermé, et je sais pas. Et Alors que, en termes de character development, est-ce qu'on parle de Péridot? Je l'aime. Non, mais arrêtez de l'aimer. Mais je l'aime. Elle est surcotée. Elle est pas du tout surcotée. Enfin, en tout cas, je sais pas parce que je suis vraiment pas proche du. Je suis pas du tout proche des fans de Steven Universe, mais je trouve que rien que dans la série, tout le monde est en mode Péridot, on s'en bat un peu les couilles. En fait, c'est juste une naine qui vit dans une grange, mais en fait, je la trouve trop cool, quoi. Mais je peux juste me permettre par rapport à Lapis Lazuli, du coup. Moi, je pense que c'est aussi important qu'il n'y ait pas des persos uniquement positifs, même si ça peut niquer un peu l'espoir, plein d'espoir de la série. Mais ça peut aussi être une bonne identification pour les personnes. Enfin, tu peux faire un personnage triste et intéressant. Hein. Mais oui, justement. Mais elle est intéressante. On peut voir qu'elle a Lapis Lazuli a des breakdowns où elle retourne à l'état originel où elle était, et puis après elle essaie de. Oui, c'est super intéressant, mais. En plus, c'est super intéressant dans une série pour enfants parce que c'est super intéressant, mais déjà traité comme dans des séries comme dans Rick et Morty. Et attention, on atteint le point BoJack Horseman qui est ma série préférée. BoJack Horseman qui est la série sur la dépression, qui est super bien faite. BoJack est en dépression et pourtant c'est le truc qui le définit. Et pourtant, il est beaucoup mieux développé. Mais après, lui, par exemple, c'est le personnage principal. Donc, je sais que c'est difficile de super bien développer un personnage secondaire, mais je crois que Lapis Lazuli, elle est décevante. La série étant pas finie. Mais voilà, c'est vrai qu'elle est un peu définie par le fait qu'elle a été traumatisée, qu'elle a eu des breakdowns où elle est retournée dans cet état un petit peu. Quelle série est pas finie? Steven Universe. Ah ouais, je croyais que la dernière, je crois que c'est la 5e saison qui vient de sortir, je crois que c'était la dernière. Ouais, oui, mais elle est finie encore. Elle a terminé. Ah, ok. Ouais, parce que moi je me dis, tu sais, quand ça commence à arriver sur le site là, de traduction, je sais plus comment ça s'appelle, je l'utilisais en plus. Steven Universe Fantasy. Steven Universe Fantasy, c'est le site que j'utilise, enfin que j'utilisais. Steven Universe Fantasy, je me dis, tu sais, quand ça sort dessus, c'est que la série est finie, tu vois. Non, en fait, dès qu'ils ont l'épisode, ils le sous-titrent et ils le postent. Putain, c'est cool. Enfin, c'est cool, mais en même temps, ça crée un autre débat que j'ai écouté, que je vous enverrai si vous êtes sage, si ça vous intéresse. Où en fait, c'était des gens dont le métier c'est de sous-titrer qui critiquaient violemment les fans sous-titreurs. Allez, ouais. Ah, oh putain, là, j'avais vu une super vidéo intéressante sur les fans de beurre, ouais, mais j'ai oublié aussi. Je sais même plus laquelle c'est. Mais ouais, ça dépend, il y a aussi l'abus, genre, si tu payes, souvent il y a un message. Si vous avez payé pour voir cette vidéo sous-titrée, vous êtes fait arnaquer ou un truc du genre. Ouais, mais il n'empêche, ça reste quand même sur le bail de voler le travail de quelqu'un. Et surtout que, comme disait, alors je vais absolument pas voler la vidéo parce que je vais peut-être la mettre en lien dans la description. Enfin, je vais la mettre en lien dans la description, hein, je me fais toujours confiance. Mais ouais, en fait, ça a décrédibilisé parce qu'en fait, ça disait, ouais, n'importe qui peut sous-titrer une série, c'est faux. C'est un métier, c'est quelque chose, ça se travaille en fait. Tu peux pas juste dire moi je parle anglais parce que j'ai fait un voyage en Angleterre, non. Après ça se respecte de vouloir faire ça par passion pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens, c'est vrai, mais je trouve que ça décrédibilise un métier qui est quand même sous-payé. Ça peut être un entraînement justement, même pour les gens qui veulent devenir. Je pense pas que ça soit un entraînement. Je pense que les gens qui sous-titrent comme des fans, ils ont pas comme aspiration de faire ça après pour Netflix, on va dire, ou pour d'autres séries de streaming payantes. S'ils sont honnêtes et qu'ils font pas payer ça, qu'ils mettent ça à disposition gratuitement et que t'es pas obligé de le regarder, moi je trouve ça à la limite correct parce qu'il y en a d'autres qui sont peut-être plus pointus au niveau du sous-titrage, mais ça te dit si t'as envie de voir le mien, j'essaye de faire ce que je peux, bah c'est là, c'est gratuit. Je suis d'accord. Alors après, moi je pense que les fandubs, du coup, les sous-titres de fans, c'est pratique, mais je pense pas que ça. C'est pas les fansubs. Parce qu'il me semble que les fandubs, c'est les doublages. Ah ouais. C'est ça, je me suis trompé de mot. Non, mais en fait, je me dis ça parce que, au contraire, pour les fandubs, donc pour les
pour tout ce qui est doublage de fans. Par contre, je trouve le truc beaucoup moins salace, parce que là, c'est vraiment pas dans une optique de refaire, c'est juste dans une optique de fans, d'essayer, tenter. C'est beaucoup moins dans l'idée de faire découvrir la série aux gens. Enfin, c'est... Et après, je trouve que ça vaut pas du tout le travail, parce que il y a des gens sur internet qui traduisent le plus vite possible pour que tout le monde puisse avoir accès, et les mecs qui vont traduire et les autres qui vont traduire eux-mêmes les trucs et qui vont les diffuser dans les coffrets DVD à la télé, tout ça, que les mecs sur internet le fassent ou pas, ceux dont c'est le métier vont quand même le faire et ça va rien changer, tu vois. Mais leur métier après, va être moins pris au sérieux, et après certains vont se dire pourquoi est-ce que j'irais acheter Netflix pour avoir les sous-titres de je sais pas, Steven Universe, alors que je pourrais aller les regarder sur Ah, il pue la merde, hein. Je préfère. Oui, totalement. Ils sont horribles, hein. Sur Netflix, les sous-titres de Steven Universe sont abominables. Attends, j'avais un exemple. en même temps, sur Netflix, putain, il y a une saison. Comment vous pouvez vous permettre de poster une série qui a sa 5e saison? Vous en postez qu'une seule? Parce que moi, je suis en train de commencer à regarder Adventure Time en streaming, alors que mes parents payent pour Netflix. Genre, j'ai Netflix, je regarde Adventure Time, je surkiffe, il y a 3 saisons. Combien sont sortis? 10. Ah oui. Je pense, Et pareil avec Doctor des exemples de doublage Netflix, enfin pas de doublage, parce que là j'en ai pas de sous-titrage Netflix, mais je crois qu'aussi ça renie un petit peu le côté queer de la série, au lieu de dire amour, ça devait dire amitié aussi, ou des trucs du genre, non, je sais plus trop. Après, je pense que c'est basé sur le sous-titre officiel, du coup. Oui, parce que s'ils ont repris les sous-titres qu'il y avait dans la version DVD... Mais en fait, sur ce qu'ils font pour Netflix, c'est qu'ils prennent le doublage français, qu'ils l'écrivent et qu'ils le mettent en sous-titres. Enfin, je sais pas si vous voyez. non, c'est ignoble. Il faut vraiment mais ça. Faut vraiment pas faire ça, parce que à l'oral, faut que ça colle pile aux lèvres et tout. Et à l'écrit, faut que ce soit vraiment concis, et que ce soit plus l'idée que la phrase court, et du coup, c'est super chiant. Après, je me plains que j'arrive pas à lire les sous-titres. Et après, on se moque de moi. Alors, excusez-moi. Ouais, après, moi, je fais partie de l'élite, j'ai envie de dire. Je déteste l'expression l'élite, qui regarde ces trucs directement en VO parce que j'ai une bonne compréhension de l'anglais. Je fais partie des gens trop cons qui arrivent à super bien comprendre l'anglais, mais pas à super bien le parler. Pareil. Je peux parler, mais excusez-moi, mon accent, c'est horrible. Mais c'est même pas l'accent, moi, c'est juste, j'arrive pas à réutiliser le vocabulaire que je connais, ça me saoule. Moi, j'ai un peu de facilité, donc je vais pas ouvrir ma gueule. Mais non, mais félicitations, honnêtement, pas de shaming, hein, c'est cool. Non, je pense que c'est parce que j'ai aussi écouté pas mal de trucs en VO pendant un moment, et que je l'ai intériorisé, je l'ai ancré un petit peu. Ouais, mais moi aussi, ça fait des années que j'écoute des trucs en VO et que je comprends super bien l'anglais, mais pour le parler... peut-être que moi, ce que je dois faire, c'est que je réutilise des morceaux de trucs que j'ai entendus et je les remixe à ma sauce. Ouais. Ça doit être ça. Moi, à chaque fois que je me dis, alors qu'est-ce que je peux réutiliser de ce que je connais en anglais, le seul truc qui me revient, c'est le jeu de mots You are adorable, que je pourrais pas vraiment vous expliquer, mais je trouve ça trop drôle. Et voilà. C'est un jeu de mots avec la porte et un bol, et voilà, c'est tout. Je vois pas d'où ça vient, mais... en fait, c'était juste un truc où en fait tu dis You are adorable et tu mets une image de porte et de bol parce que ça fait... Ah, ok. Ah là là, et c'est le seul truc qui me revient à la tête quand je dois parler anglais. Et du coup, des fois, il faut savoir que souvent ça m'arrive de penser un truc, de me taper une barre et de me dire ah oui, c'est vrai, j'étais en société, je devais parler. Et je suis juste en train de rire tout seul, et ça énerve beaucoup les gens qui discutent avec moi quand je rigole quand ils parlent. Une œuvre appartient-elle à ses fans? En fait, on est plus oui et non, peut-être, un peu, on est un peu entre les deux. Dans tous les cas, ça aurait été... Mais je trouvais ça intéressant quand même de se poser la question. On est quand même arrivé dans un moment où, grâce à Internet, énormément de gens réécrivent des trucs dans l'univers de ce qu'ils aiment, et ils font un peu des trucs à leur sauce. C'est super intéressant. Et du coup, ça repose en fait un peu la question de est-ce qu'on peut se réapproprier une œuvre? Est-ce qu'on peut dire je considère pas que Harry Potter ça appartienne à telle personne. Harry Potter ça appartient à toutes les personnes qui ont bien aimé Harry Potter. En soi, je pense pas qu'il y a quelque chose qui appartienne vraiment à quelqu'un à partir du moment où tu le mets publiquement. Enfin,
Bah, sauf légalement, quoi. Ouais, Enfin, parce bah qu'il oui, y a voilà. la loi qui n'est pas passée finalement, la loi qui propriété- devait passer en Europe là pour interdire Oui. tout ce qui était. Non, elle a été au moins repoussée. La question de la loi a été repoussée, mais elle n'est pas totalement annulée. Ah pour merde. l'instant. C'était Oui. quoi déjà la J'ai loi? peur. L'article 13 qui voulait interdire la réutilisation quasiment n'importe comment, n'importe quelle manière de contenu de propriété intellectuelle. Genre, parce que normalement, il y a une loi qui permet pour la parodie, pour tout ça. Et là, ça voulait tout simplement, tu n'as pas le droit, et encore moins, bah ça, c'est pas normal. C'est pour faire du bénéfice, c'est bien évident. Mais, Ouais, mais enfin, en fait, ça le dépend truc, la c'est que. différence entre parodie et plagiat. Mais c'est surtout qu'en fait, plus que parodie et plagiat, ça pose la question de est-ce que si j'utilise la musique d'un film en fond, est-ce que je suis en train de me réapproprier cette œuvre? Alors que, en fait, pas du tout, absolument pas. Je pense que, voilà. Mais ça pose la question de, en fait, est-ce que je suis en train de voler un contenu quand je l'utilise juste? Je crois que l'article disait, dans le cadre d'une citation, d'une critique, d'une pastiche ou d'une parodie. Et je suis en train de me dire, mais moi, si j'utilise la musique de Star Wars, absolument pas pour parler de Star Wars, mais juste, on va dire en fond, là, pendant que l'on est en train de parler. Je sais pas du tout si je vais mettre une musique de fond, mais je pense pas. Si j'utilise la musique de Star Wars, ça ne rentre pas dans le truc, en fait, c'est juste du vol. Mais est-ce que c'est vraiment Bah, il y si a grave que aussi, ça? c'est tout con, mais si tu crédites, déjà, ça allège très largement ton. Enfin, Faudrait qu'il y ait une loi qui dise, mais je pense que absolument personne ne serait d'accord, enfin aucun lobby ne serait d'accord avec ça, qui dise vous avez le droit d'utiliser n'importe quelle chanson à condition que vous l'accréditez. Qui dirait oui à bah, ça? ça dépend, parce il y a certaines chansons qui sont mises à disposition, d'autres non. Et puis, par exemple, il y a un site qui permet d'utiliser. Enfin, il y a des chanteurs ou des chanteuses qui font des partenariats avec ce site, et ça permet d'avoir leurs chansons à disposition pour en faire l'usage souhaité, mais en contrepartie, il faut créditer et dire que ça vient du site. Je crois que ça s'appelle Temed, c'est sans la prononciation en accent. Je suis même pas sûr. Ah, faudrait que je le retrouve, mais. Après, il y a aussi YouTube qui propose des musiques libres de droit, les Creative Commons, des trucs que tout le monde peut utiliser. Et je trouve ça vachement louable en fait, ce côté un peu. Vous voulez faire une vidéo, vous avez besoin d'une musique, vous n'êtes pas obligé d'en voler une. Vous pouvez juste utiliser un truc qu'on vous propose, une banque de sons et utiliser ce que vous voulez. Donc ouais, je sais pas. Après, est-ce qu'on doit vraiment s'empêcher à chaque fois d'utiliser des musiques connues juste sous prétexte qu'elles sont sous copyright? Je trouve ça super dommage quoi. Ouais. Ah si. Si. Ça s'appelle ah non. Thématique. Enfin thématique en anglais quoi. Et il y a toute une banque de musique, même d'artistes, même sans que ce soit enfin le genre de chanson ou de musique qu'on pourrait prendre et se faire prendre un strike sur YouTube parce qu'on l'utilise. Sauf que là, c'est mis à disposition. Par exemple, là, je vois la vidéo Crush, enfin la chanson Crush de Tessa Violette, elle est disponible sur ce site. Tu peux la télécharger, il suffit juste de créditer. Ah oui, voilà. je vois cette chanson. Putain, je l'avais entendue à un moment. Elle était trop bien. Et oui, moi je l'ai téléchargé comme ça, je l'ai de côté. Ouh loulou, c'est pas bien. Ah si, bah j'ai le droit. Si, bah oui, t'as le droit. En fait, je suis complètement teubé. J'en ai Et marre. oui. Mais C'est le but du truc. et c'est un service payant ça, thématique? Bah ça m'a l'air. Enfin, je crois qu'il y a forcément un côté premium, mais qui est loin d'être obligatoire. Je pense juste que t'as plus de chansons à ta disposition. Genre si je fais join thématique, parce que je suis dessus en même temps. Il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de trucs. Mais je pense que t'en as sûrement plus qui passent en premium ou un truc comme ça. D'ailleurs, une question que je me posais au niveau du fait de réutiliser des musiques, c'est pas forcément question de... Ouf, ça fait super mal aux oreilles ça. Plus que réutiliser les musiques, il y a aussi réutiliser les images et les vidéos. Et en fait, ça me faisait penser à la série. On va revenir sur What the Cut et surtout Antoine Daniel qui a fait une série de vidéos que je trouve super drôle, que vous avez peut-être vu. Comment ça s'appelle? Stock. Voilà, Stock. En fait, il faut savoir qu'il existe comme thématique des sites qui proposent des stocks d'images ou de musique ou de vidéos. Et là, du coup, il a utilisé des images, des vidéos qui venaient d'une de ces banques d'images. Donc, je crois que l'entreprise en plus s'appelle Stock Common ou un truc comme ça. Et il n'a absolument pas... Comment? Shutterstock. Et en fait, il a utilisé des vidéos de Shutterstock sans les acheter
Et du coup, il a utilisé les vidéos de Shutterstock, les a parodiées et il en a fait des blagues. En fait, finalement, il s'est fait striker. Striker, donc c'est quand en fait on reçoit un avertissement de YouTube. Attends, sérieux? Oui, il s'est fait striker et supprimer le premier stock. Et le Il a le deuxième, il droit, me semble. pourtant. Et le troisième, non. Mais finalement, les gens ils disaient ouais, c'est dégueulasse qu'ils strike tes vidéos. Enfin, non. C'est absolument pas dégueulasse. C'est des bandes d'images et de vidéos gratuits mis à disposition. Pas du tout gratuite, non. Parce que s'ils mettent un Shutterstock au milieu, au centre, c'est pour qu'en fait tu ne puisses pas les utiliser. C'est la bande au milieu en fait qui te fait striker parce que le robot YouTube repère cette bande Shutterstock. Et en fait le truc c'est que il montre quand ils mettent la petite bande, c'est un peu pour te montrer. Oui, c'est un aperçu. C'est un aperçu et en fait quand tu achètes le truc, il retire la bande pour que tu ne fasses pas strike cut quand tu l'utilises. Et en fait, je me dis, même si j'aime beaucoup Antoine Daniel et que j'ai beaucoup aimé sa vidéo, c'était totalement mérité qu'il se fasse striker ses vidéos stock 1 et stock 2. Tout simplement parce qu'il n'avait pas acheté ses vidéos stock. Et qu'en fait, la logique aurait voulu qu'il fasse ses vidéos en achetant les bandes d'images. Les bandes de vidéos. Ouais. Oui. Après, c'est des vidéos vraiment ridicules et complètement inutilisables en dehors des blagues. C'est pour ça que c'est très utilisé pour faire de l'humour. Mais finalement, ouais, il aurait peut-être dû acheter en fait ces trucs-là, tout simplement parce que c'était fait pour. C'était important qu'il les achète, tout simplement parce que c'est plus légal. En effet. Mais vous pensez qu'il a mérité ou pas du coup ce strike? Légalement, évidemment qu'il l'a mérité. Enfin, plus que légalement, parce que finalement. Après, c'est une autre question, mais est-ce que la légalité, la moralité, tout ça. Mais après, pour le coup. Ils ont mis une bande, c'est comme mettre un objet en vitrine, tu vas pas le prendre. C'est ça, pour l'utiliser. Voilà, et aller le rendre après, sans faire. Enfin bref. Et les autres, ils en pensent quoi? Il a des règles, il les a juste pas respectées. Donc, voilà, et les autres, vous en pensez quoi? Il a mérité ou pas ce strike sur ces vidéos stock? Honnêtement, moi je sais pas trop parce que je me souviens plus s'il y avait la bonne. Mais du coup, si il y a l'aperçu, si on voit l'aperçu. Voilà, il est public quoi, l'aperçu. Je pense que les vidéos dans l'entièreté elles durent pas 0,3 secondes quoi, comme on voit dans ces vidéos, je sais pas après. Mais alors forcément légalement oui, il s'est fait strike, oui c'est normal. Mais je suis pas forcément d'accord parce que c'est justement là c'est de la parodie en fait, complètement. C'est et légalement en fait, je viens de me rendre compte que non, ça ne marche pas vu que c'est de la parodie d'images. Il n'aura pas dû être striké. En France, en tout cas, après dans les autres pays, je connais pas les lois, mais en France, normalement, ça aurait dû rester. Il me semble que d'ailleurs, il avait envoyé un message à Shutterstock pour qu'il puisse les remettre en ligne. Mais je crois que c'est pour ça que ça a été remis en ligne. Deux choses d'ailleurs. S'il l'a fait, je pense pas qu'il soit débile. Je pense qu'il savait déjà à l'avance. Et je pense que s'il l'a fait, c'est que ça lui paraissait logique de pouvoir le faire. Et ensuite, est-ce qu'il a monétisé ses vidéos en fait? Il me semble que oui. Ah. Je crois que mais je ne là, ça peut. Je pense qu'il n'y a pas de bénéfice à faire avec quelque chose que t'as pas acheté, qui est achetable mais que t'as pas acheté. C'est clair. Moi, par exemple, je ne monétise pas cette vidéo parce que ça serait vraiment un coup de pute au niveau du fait que j'ai complètement volé la musique d'intro que les gens ont entendu. Et qu'en plus, j'ai mis plein de petits extraits de trucs que j'aime bien en général, que j'ai volé aussi. Tu vois, je dis que j'ai absolument pas prévenu les artistes ou quoi. J'irai pas monétiser ça tout simplement parce que tout ce que j'ai mis dans cette vidéo ne m'appartient pas. Ou alors simplement, j'ai pas forcément eu l'autorisation d'utiliser ça. Et je trouve ça plus honnête envers moi-même de pas monétiser cette vidéo. Simplement pour pas récupérer de l'argent de trucs que je n'ai pas complètement fait, quoi. Oui. Ouais. Puis après, même si tu monétisais pour ce que t'en gagnerais. Ouais, c'est clair, je veux dire, si. Il y a un youtubeur qui s'appelle Varobaz qui a. Il a même pas 100, il a pas 100 000, je sais même, il a quoi, 39 000, un truc comme ça, abonnés. Et il pourrait se faire quelques centaines d'euros par mois si. Et encore s'il monétisait, mais il le fait pas parce que déjà ça lui rapporterait peu, il a un métier à côté, machin. Et pourtant il en serait légitime étant donné que toutes les musiques qu'il utilise, c'est un ami à lui qui le fait et il le rémunère lui pour lui faire ses musiques et tout et tout. Et pourtant il le fait pas parce qu'il gagnerait que dalle. Bon après il y a aussi un autre truc qui rentre en jeu, c'est que son network c'est des gros rapaces. Hein.
Parce qu'il avait utilisé une seule fois une musique dont il n'avait pas les droits en pensant qu'il les avait. Et en gros, il avait monétisé et il avait gagné 11 euros. Et il a dû donner les 11 euros à son network. Enfin, même pas les 11 euros parce qu'après, ils lui ont repris de l'argent sur d'autres vidéos qu'il a fait plus tard parce qu'il n'y avait pas la totalité de ce qu'il leur devait. Bref. Oh la vache. Peut-être qu'on peut resituer ce qu'est un network. J'ai pas la définition précise, mais un network, c'est une sorte d'éditeur. Alors, un network, ce serait plutôt une sorte de manager. On s'inscrit sur nos network. Ouais, en fait, un manager. Une entreprise de management. Ouais, c'est une entreprise de management où en fait, tu t'inscris sur ce qu'on appelle un network. Ils vont te donner des conseils et des instructions pour gérer ton compte. En échange de ça, tu leur donnes normalement une partie de tes revenus publicitaires sur YouTube. Et surtout, le pourcentage de revenus que tu leur dois diffère selon les networks. Donc, Oui. plus ou moins avantageusement. Bah oui, enfin c'est le principe d'une entreprise. Hein. Les entreprises fonctionnent de manière différente. Et puis en fait, le network, ce qui est surtout utile, c'est que c'est lui qui va te mettre en contact soit avec des entreprises pour que tu leur fasses des publicités, des placements produits pour pouvoir te ramener plus de revenus, soit c'est eux qui te mettent en contact avec d'autres créateurs de contenu pour que tu puisses utiliser des musiques libres de droit, etc. Certains networks, c'est eux qui vont te permettre d'utiliser des extraits de films, tout simplement. Donc même si on peut dire tout le mal qu'on veut sur les networks parce que ils prennent une grosse partie des revenus pour la plupart, c'est quand même vachement utile pour ceux qui ont besoin d'utiliser des extraits qui sont hautement copyrightés. Après, tout dépend si l'entreprise est honnête. Oui, ouais, c'est comme tout. Je pense que je vais le biper. Ouais. Ah oui, merde. My bad. Non, bah, aucun problème, hein, mais je pense qu'il va falloir surtout que je m'habitue en fait, surtout à modifier Là, c'est moi qui les émissions. Surtout que du coup, je pense qu'on arrive un peu à la conclusion de cet épisode. Je vais faire un petit outro. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Et merci venir d'avoir discuter. organisé. J'espère que vous avez bien kiffé tourner ça. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. C'était très sympathique à refaire. Oui, j'ai bien aimé. Ouais, pareil. J'espère que les gens ont bien aimé aussi. Qu'est-ce que disent les youtubeurs quand ils finissent une vidéo? Ils disent quoi? Faut mettre un pouce bleu? Un truc comme ça? Oh putain, tu sais que je peux pas blairer. Juste pour ça? Non, pour plein d'autres choses. Hein, mais j'aime juste pas. Je le trouve vraiment pas drôle. Ce qui est cool, c'est que je vais vraiment biper le nom des youtubeurs et les gens ils vont faire genre quoi? Attends, mais c'est qui l'aime pas? Et alors qu'en fait, c'est. Ouais, c'est clair. Bah, je vais biper aussi. Je m'en bats les couilles. Mais la censure. T'as pas besoin de dire quoi que ce soit, t'as pas besoin d'en signer, tu peux dire. Ouais, surtout que, en fait, ne vous abonnez pas, hein, je m'en fous. Genre, à partir du moment où vous regardez le truc, en fait, j'ai juste, le seul truc que je vais vraiment regarder, ça va être les commentaires. Genre, s'il y a absolument personne qui donne son avis sur ce dont on a parlé, c'est ça qui me rendrait triste. Oui, si, là, tu peux legit demander des commentaires. Hein, ouais, bah, donnez-nous Lâchez des commentaires. Ouais, finalement, allez tiper pour du meilleur matériel. Ah, je suis vraiment une pute. Pour l'essence. Mais ouais, pour du meilleur matériel évidemment. Et je sais pas trop quoi dire d'autre. Bah, merci d'avoir regardé déjà. Jusque là, j'ai envie de dire merci d'avoir regardé jusque là. J'espère que ça vous aura plu. Je suis en train de me répéter de ouf. De toute façon, je m'en fous, je vais me couper. De gros bisous. Et à la prochaine. Je viens de copier l'outro de Bob Lennon alors que je le regarde plus. Oh, de ouf. Oh, j'ai entendu ta voix. Enfin, sa voix sur la tienne.